L'objectif, en fait, que j'ai compris, c'est d'essayer de vous expliquer le plus simplement possible qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, peut-être qu'est-ce que ce n'est pas aussi, parce qu'on a une idée peut-être un peu, disons, magique de la chose. Puis à la fin, je vais vous réserver du temps aussi pour vous montrer quels sont les défis de l'intelligence artificielle par rapport à la recherche, etc. Donc, puis vous allez voir que plusieurs des idées que je vais émettre vont être reprises par les autres conférenciers durant la journée. C'est bon? Alors, donc, premièrement, si on regarde un peu la recherche moderne, de plus en plus maintenant, on va utiliser différentes sources de données qu'on va combiner ensemble. Donc, dans le cas de la recherche, on va avoir des données omiques, qu'on va combiner avec des données cliniques, d'imagerie. On va de plus en plus tenir compte des données environnementales. Dans le cas de l'industrie 4.0, on a des capteurs qui sont placés partout sur toutes les machines, combinés avec des caméras un peu partout, combinés avec les bons de commande, puis les documents qui sont à l'interne, combinés avec les logs de tous les systèmes informatiques, combinés avec les PowerPoint, les Microsoft Word de chacun des employés, combiné avec des données météorologiques, parce que de plus en plus, lorsque on travaille avec, en industrie, on se rend compte que s'il pleut dehors, ça influence la qualité de la peinture et des choses comme ça. Donc, il faut en tenir compte. Et puis, combiné aussi avec tout le système de déploiement, donc de livraison, etc. Vous voyez que ça, ce sont des données qui ne sont pas faites pour se parler à prix abord. Puis, ce sont des données aussi qui ne sont pas bien structurées. Un paquet de clics de souris, ça ne nous dit rien à nous, OK? Alors, donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle vient faire là-dedans, puis l'analyse de données massives? Rapidement, M. Beaumont nous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Rapidement, les données massives sont caractérisées par l'arrivée de 4 V. Enfin, c'est ma définition personnelle. Donc, les données massives, de plus en plus, on parle de volume, OK? Mais en recherche, ce n'est pas vrai que le volume est quelque chose de vraiment important. La plupart du temps, des données en recherche, ça rentre sur un disque dur d'ordinateur. On n'a pas besoin d'avoir des méga calculateurs, des choses comme ça, pour stocker. Okay? Le deuxième V, c'est la vélocité. Donc, c'est le fait que maintenant, de plus en plus, les données sont prises par des méthodes automatiques, des capteurs, des choses comme ça. Donc, les données vont rentrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de plein de provenances différentes. Puis, donc, qu'est-ce qu'on doit être capable de faire? C'est de regarder ces données-là très rapidement. Enfin, un ordinateur doit regarder les données très rapidement, savoir qu'est-ce qui est intéressant dans ces données-là, puis ensuite, on les jette dans ce qu'on appelle un lac de données, en supposant que les algorithmes vont être suffisamment performants pour récupérer cette information-là le jour où on en aura besoin. Le dernier V, c'est le V de la véracité. C'est que de plus en plus, on a beaucoup de données, mais ces données-là sont moins fiables qu'avant. Donc, on a à gérer ça, mais le V le plus important en recherche, c'est le V de la variété. On a de plus en plus à avoir à travailler avec des données qui sont non structurées. Les statisticiens traditionnels sont habitués de travailler avec une vingtaine de variables. Pas de travailler avec des clics de souris, puis des images, puis des choses comme ça. Okay? Donc, le V de la variété, les données sont de plus en plus hétérogènes, sont de plus en plus mal structurées pour ce qu'on veut en faire. Okay? Et puis, pire que ça, lorsqu'on parle de données scientifiques, les protocoles de recherche d'une expérience à l'autre sont non pensés pour être compatibles. Chacun a son propre protocole, puis quand on va vouloir combiner différentes recherches, parce que c'est ça l'idée, c'est d'essayer d'aller chercher la plus grande quantité d'informations possible, la plus grande quantité de données, on a des problèmes de compatibilité. Face à tout ça, pas la seule solution, mais une des solutions, c'est l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, là, je vous fais tout de suite le truc des plures d'oignon là, pour qu'on fasse attention. Donc, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est toute tentative faite par les humains de doter les machines d'un semblant ou d'une véritable intelligence. Plus semblant que véritable pour l'instant. OK? Puis parmi toutes les tentatives d'intelligence artificielle, une famille d'algorithmes ont été plus efficaces que les autres dans les dernières 30 ans.
c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, ou machine learning en anglais. Okay? Puis c'est un peu de ça que je vais vous parler. Je ne vous parlerai pas de l'intelligence artificielle en général, mais je vais vous parler davantage de ce que c'est que l'apprentissage automatique. Puis dans les 7-8 dernières années, parmi toutes les techniques d'apprentissage automatique, il y en a une qui a eu, dans certains domaines, des réalisations absolument spectaculaires, et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond, les réseaux de neurones. Ça va? Et puis, c'est beaucoup à cause des résultats spectaculaires qu'on a vus dans les 7-8 dernières années en apprentissage profond qu'on entend si souvent parler de l'intelligence artificielle. C'est bon? Donc, une autre définition, par exemple, de l'apprentissage automatique, ce dont je vais vous parler pour les peut-être 5-10 prochaines minutes. Donc, c'est une science qui est arrivée, grosso modo, lorsque parce que traditionnellement, vous aviez des experts d'un domaine, donc par exemple des gens qui sont experts en médecine, en biologie ou ce que vous voulez, qui faisaient une expérience, colligeaient des données, puis ensuite on se retrouvait vers le mathématicien ou le statisticien qui était capable de fabriquer un modèle explicatif pour expliquer essentiellement le travail de l'expert. L'intelligence artificielle, en fait, l'apprentissage automatique est arrivé quand? Il est arrivé lorsqu'il y a eu un problème au niveau de la capacité de calculer. Quand on a commencé à avoir trop de données ou quand on a commencé à vouloir considérer des données qui n'étaient pas structurées. Une image, pour un être humain, ça veut dire 1000 mots en général, c'est ce que ça dit. Mais pour un ordinateur, c'est une matrice de pixels. Donc, comment on fait pour prendre une matrice de pixels puis lui donner de l'information? Ce n'est pas une donnée qui est structurée pour ce pourquoi on veut travailler. On veut savoir de quoi parle l'image. On ne veut pas savoir quelles sont les valeurs des différents pixels. Donc, il y a un problème de perception. La donnée n'est pas structurée pour ce qu'on veut en faire. Et donc, c'est là que l'apprentissage automatique prend toute sa valeur. C'est qu'on est capable de partir avec des données non structurées, ou non structurées pour la tâche qui nous intéresse, puis on va essayer d'en extraire une interprétation de plus haut niveau. Okay? Par exemple, si vous avez ici votre matrice de pixels, bien, vous voulez faire une analyse, par exemple, pour la ville de Québec, pour savoir, grosso modo, s'il y a un problème de stationnement, etc. Fait que vous avez un paquet d'images qui ont à être traitées. Vous ne pouvez pas demander à un être humain de regarder toutes ces images-là, mais pour l'ordinateur, au niveau de la matrice de pixels, ça ne vous aidera pas du tout pour savoir s'il y a un problème de stationnement ou pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous passez avec une intelligence artificielle qui a appris à reconnaître ce qu'il y a dans les images. Puis là, tout d'un coup, la donnée devient plus structurée. Peut-être pas encore assez, peut-être qu'il va falloir faire un autre coup d'intelligence artificielle pour aller chercher d'autres métadonnées plus hautes, mais on commence à interpréter ce qu'il y a dans l'image. Puis l'interprétation est, la plupart du temps, correcte. Pas toujours. Si vous regardez ceci, c'est considéré comme étant un carré de sable. Puis la raison, c'est que ça n'a pas été entraîné à partir des images de Montréal, ça a été entraîné en Californie. OK? Donc, ils n'ont pas vu ça souvent, des nids de poules. C'est bon? Un autre exemple, par exemple, de perception, encore une fois sur les images, c'est plus visuel. Donc, vous avez ici une image qui n'a jamais été vue par l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle a vu des millions d'autres images dans son apprentissage. Puis là, maintenant, l'intelligence artificielle est capable de nous dire que dans l'image, il y a une jeune fille qui est en robe blanche, qui a une raquette de tennis, il y a 2 personnes en arrière qui ont un chandail vert. On commence à voir que la donnée se structure. On valorise la donnée. On est capable de lui donner l'interprétation qui est ce qui nous intéresse. Okay? Un autre exemple, de plus en plus, on est capable de faire lire des textes à des intelligences artificielles et ces intelligences artificielles-là comprennent suffisamment le texte pour, par exemple, faire une revue de jurisprudence dans un cas de jugement, ou alors pour être conseillé, par exemple, un oncologue par rapport à un certain cas, dit, bon, ben, ton cas, il ressemble à ce que j'ai trouvé dans tel article scientifique, je te suggère de lire cette partie-là de l'article scientifique, ça va peut-être t'aider. Est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils lisent? Pas au sens où nous, on l'entend, mais suffisamment pour faire des tâches relativement haut niveau.
C'est bon? Puis je vous rappelle que pour un ordinateur, un texte, c'est une séquence de mots. Ça n'est pas une histoire, OK? Donc, il faut qu'on apprenne à l'ordinateur à suffisamment être capable de comprendre l'histoire qui nous intéresse. C'est bon? Fait que, donc, apprentissage automatique 101. Okay? Je pense que pour être capable de réfléchir sur l'apprentissage automatique, sur l'intelligence artificielle en général, il faut comprendre un peu qu'est-ce que c'est, okay? Puis qu'on démystifie que ce n'est pas magique. Ce sont des algorithmes, donc ce sont des méthodes qui permettent de déduire certaines informations à partir de quoi? À partir des exemples. La définition date quand même d'un petit bout de temps, ma préférée, donc c'est celle d'Arthur Samuel. Donc, c'est le champ d'études qui donne aux ordinateurs la capacité d'apprendre une tâche sans être explicitement programmé pour faire cette tâche-là. Et c'est là toute la force de l'intelligence artificielle. Ce que ça veut dire, c'est que l'apprentissage se fait à partir d'exemples qu'on va donner à l'ordinateur, ou alors on va lui donner à l'ordinateur la capacité d'interagir avec un certain environnement. Puis il va apprendre de ces exemples-là, ou il va apprendre de ces interactions. C'est complètement différent de ce qui est habituellement la programmation. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait quand on veut programmer une tâche? Bien, on va avoir une équipe de programmeurs qui vont tout expliquer par instruction à l'ordinateur qu'est-ce qu'il faut faire à chaque instant. Par exemple, vous designez votre page web. Si jamais clic de souris à tel endroit dans l'écran, alors ouvre fenêtre, écrit tel texte en telle fonte. On dit tout, étape par étape à chaque chose, OK? Avec l'intelligence artificielle, c'est plus ça. C'est plus de tout décrire, c'est de donner des exemples. Puis de laisser l'ordinateur déduire lui-même comment il s'auto-programmerait, en fait. Donc, c'est un paradigme complètement différent. Puis dans l'univers des données massives, c'est super intéressant parce qu'on ne sait pas comment expliquer par une séquence d'instructions à un ordinateur comment comprendre qu'est-ce qu'il y a dans une image. On n'est pas capable de l'expliquer en disant, bien, regarde, c'est parce que là, il y a tel pixel qui est à telle place, plus tel pixel qui est à telle place, de telle couleur, et donc tu conclus que c'est un chat. On n'est pas capable de faire ça, c'est trop complexe. Mais on est capable, par exemple, de prendre un gros paquet d'images de chats, puis donner ça à l'ordinateur, puis dire, ça c'est une image avec un chat, ça c'est une image qui n'a pas de chat, puis on va laisser donc l'ordinateur essayer d'apprendre à partir de ces exemples-là. Ça nous permet de faire plein de choses qu'on n'était pas capable de faire lorsque les données sont trop mal structurées. Dans le cas de la médecine, on est à la faculté de médecine, l'ADN, une séquence de lettres, OK? Oui, on commence à comprendre un peu ce que fait l'ADN. On a la notion de ce que c'est que les SNP, on a la notion de ce que c'est qu'un gène, une mutation, ces choses-là. Mais on a de la difficulté à comprendre correctement qu'est-ce qui se passe. Mais l'ordinateur, lui, pourrait apprendre par l'intelligence artificielle à reconnaître certaines situations. Est-ce que, par exemple, telle bactérie, en regardant son génome, est-ce qu'elle va être résistante à tel antibiotique ou pas? On lui donne tout simplement un gros paquet d'exemples, puis hop, il va être capable de déduire une règle. Okay? Voici grosso modo le modus operandi donc, de tout algorithme d'apprentissage automatique. La première chose, c'est que vous avez besoin de données. Ça peut être des textes, des images, des documents, des clics de souris, etc. Vous avez besoin d'un gros paquet de données. La première chose que vous faites, c'est que vous utilisez un système de traduction qui part de la donnée brute puis qui traduit ça sous la forme d'un vecteur. Okay, par exemple, si c'est une image, bien, on va représenter l'image comme étant la matrice de pixels, qui est un vecteur, en fait. Si c'est, par exemple, un texte, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour traduire sous la forme d'un vecteur un texte? La façon la plus idiote de faire, c'est de prendre le dictionnaire français, de regarder le premier mot, « a », puis de compter le nombre de fois que le mot « a » se trouve dans un texte, dans le texte en question. Et ça va vous donner la valeur du premier nombre du vecteur, la valeur du x1. Et ensuite, vous prenez le deuxième mot, comptez le nombre de fois que vous le retrouvez dans le texte, puis ça va vous donner x2. Puis il y a à peu près 35 000 mots en français, donc x 35 000, le 35 millième nombre de mon vecteur, bien, ça va être le nombre de fois que le dernier mot du dictionnaire se retrouve dans le texte. Ça va? Là, vous me dites, mais là, c'est pas très, très brillant. Un texte, c'est pas juste
l'occurrence des mots, il y a toute une notion de syntaxe, il y a des sujets, des verbes, des compléments. Ce que vous venez de faire, monsieur, ce n'est pas une bonne idée. Tout à fait. Est-ce qu'on peut faire mieux? Tout à fait. OK? Mais de toute façon, ce qu'il nous faut, c'est une façon de traduire. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir des êtres humains, des experts, puis on demande aux experts de regarder les données, puis de nous dire, grosso modo, ce qu'on veut savoir. Par exemple, dans les images, est-ce qu'on a des images de chats et puis des images qui n'ont pas de chat dedans? Ou dans un texte, on s'est intéressé, par exemple, à savoir si le texte a un sentiment positif, négatif ou neutre. Donc, on va demander aux êtres humains d'étiqueter, par rapport à la tâche qui nous intéresse, un gros paquet d'exemples. Dans le cas des images, c'est plusieurs millions d'exemples que ça a pris pour qu'on soit vraiment très bon dans la reconnaissance de qu'est-ce qu'il y a dans les images. C'est bon? Alors, heureusement, la plupart du temps, ce n'est pas le cas, surtout dans le monde médical. Quand on a 500 exemples, c'est déjà extraordinaire. Mais bon, OK? Et une fois qu'on a tout ça, bien, on donne à manger donc les données avec leurs étiquettes à l'apprentissage automatique, qui brasse tout ça, qui fabrique quoi? Un modèle prédictif. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle prédictif? C'est une fonction qui, étant donné un nouveau texte, un nouveau document ou une nouvelle image qu'on n'aura jamais vue, tel que traduit sous la forme de vecteur, va nous prédire, la plupart du temps, correctement ce qui nous intéresse. Ça va? C'est correct pour tout le monde? OK. Dernier truc un petit peu technique, après ça, on va aller plus dans les discussions. Donc, dernier truc un petit peu technique, je pense que c'est important que je vous montre comment fonctionne un algorithme d'apprentissage automatique. OK? Je vous présente le réseau de neurones. Okay? C'est un réseau de neurones non profond. Les réseaux de neurones profonds, le fameux deep learning, c'est lorsqu'on accumule des étages. Mais pour les besoins, ça va être suffisant. Okay? Alors, comment fonctionne un réseau de neurones? Bon, d'abord, les neurones d'entrée, c'est carrément votre vecteur. Donc, X1, X2, X35 000. Ça c'est vos neurones d'entrée. Okay? Et qu'est-ce que doit faire un réseau de neurones lors de son apprentissage? Il doit apprendre une nouvelle, ça c'est une représentation, c'est un vecteur. Il doit apprendre une nouvelle représentation de la donnée, un nouveau vecteur. Puis s'il a bien appris le réseau de neurones, ce vecteur-là, cette représentation-là, elle va être plus susceptible de nous aider à accomplir la tâche qui nous intéresse. C'est ça qui est toute l'astuce. OK? Puis, qu'est-ce que ça veut dire plus susceptible? Ça veut dire que chaque neurone, par exemple dans le cas des textes qui seraient à sentiment positif, sentiment négatif, chaque neurone a une opinion. Si la valeur de la neurone est positive, il a l'opinion que le sentiment est positif. Puis si la neurone a une valeur négative, il y aura l'opinion qu'il y a un sentiment négatif. Et donc, une représentation apprise qui aurait été bien faite, c'est une représentation pour laquelle c'est très facile d'évaluer la tâche simplement en faisant un vote de majorité. On demande à chacune des neurones qu'est-ce qu'elle pense, puis ensuite, bien, on fait un vote de majorité. Le vote de majorité n'est pas nécessairement démocratique, dans le sens que si on se rend compte que certaines neurones sont plus performantes que d'autres, on va leur donner plus de poids. Donc, tout le truc d'un réseau de neurones, c'est quoi? C'est d'apprendre comment transformer les données d'entrée en données plus susceptibles de pouvoir nous aider dans la tâche et apprendre quel est le vote de majorité qu'il faut mettre. C'est essentiellement ça. OK? Puis comment on fait? Bien, on commence tout simplement par initialiser donc le vote de majorité. Mettons, au départ, ce serait le vote démocratique. Puis la transformation qui permet de changer donc d'une représentation à une autre, au départ, ça pourrait être la transformation qui ne change rien. OK? Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher nos données qui ont été bien étiquetées par nos experts humains. On prend la première donnée, puis on regarde qu'est-ce que le réseau de neurones en pense. S'il a la bonne déduction, s'il dit que le texte a un sentiment positif et que c'est vrai, on prend cette donnée-là, puis on la met de côté, puis on passe à la donnée suivante. Si par contre le réseau de neurones fait une erreur de prédiction, ce qui devrait être très, très logique au début, parce qu'au début, il n'a pas commencé à apprendre. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On va changer légèrement la façon de transformer W et le vote de majorité, en faisant attention de faire en sorte que
la, 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 la déduction que va faire le réseau de neurones qui était faussée soit moins faussée. C'est-à-dire que si la valeur ici était positive, et alors que ça devait être négatif, on va s'arranger de changer le W et le V pour que pour cette entrée-là, la valeur soit moins positive. On ne va pas aller directement changer de positif à négatif parce que ça va être trop violent. On va y aller tranquillement. Puis une fois qu'on a fait ça, on prend le troisième exemple, le quatrième exemple, et à chaque fois, si tout est beau, on ne change rien, puis s'il y a un problème, on améliore, si vous voulez, le réseau de neurones. Une fois qu'on a passé à travers toutes les données, si ce n'est pas encore stabilisé, on recommence autant de fois qu'il faudra, et à chaque fois, on fait les petites modifications. Et à la fin, si le réseau a bien appris, il aura appris une représentation et un vote de majorité qui fonctionne bien presque tout le temps. C'est bon? C'est beau pour tout le monde? Je donne un exemple. C'est un des rares exemples où on voit effectivement ce que je vous raconte à propos de la représentation. Donc ça, c'est un réseau de neurones profond qui a été entraîné pour faire de la reconnaissance faciale. Donc pour être capable de reconnaître les personnes. Et ce que les chercheurs se sont rendus compte, la plupart du temps, on ne voit pas ce qui se passe dans un réseau de neurones, c'est trop complexe. Mais dans cette situation-là, on voit un peu ce qui se passe. On voit qu'au début, l'entrée, c'est la matrice de pixels. C'est carrément les pixels en valeur teinte de gris. OK? Après un certain niveau, ce que a cherché à apprendre le réseau de neurones lorsqu'on l'a entraîné, il a essayé de regarder les traits qu'il y avait dans les visages. Puis donc, il a représenté l'image comme étant un ensemble de traits. Puis si on continue à monter dans les niveaux, on se rend compte qu'à un certain niveau, ce qu'essaye de faire le réseau de neurones, c'est que la représentation qui se donne, c'est une combinaison de nez abstrait, de bouche abstrait, d'oreilles abstraites, des choses comme ça. Puis si on continue à monter dans les niveaux, puis qu'on arrive à peu près au dernier niveau, le niveau qui précède la prédiction, bien, on se rend compte que le réseau a essayé d'apprendre, représente la matrice de pixels comme étant une combinaison de faces abstraites. Donc, cette madame-là, c'est pas beaucoup le monsieur moustachu, peut-être un petit peu plus, etc. OK? Et pourquoi cette représentation-là, elle est intéressante du point de vue de la tâche? En tant que matrice de pixels, qu'est-ce qui arrive si vous prenez la même photo, mais la madame a juste bougé un peu dans la caméra. Elle s'est décentrée. Ou elle a tourné un peu la tête. Ou elle s'est mise à sourire. En tant que matrice de pixels, les deux matrices sont très, très différentes l'une de l'autre. Pourtant, c'est la même madame, mais vu qu'elle a translaté un peu, tous les pixels ont été translatés. Fait qu'en tant que matrice de pixels, c'est très mauvais. Ça va? Mais par contre, si on regarde la représentation apprise, si la dame s'est déplacée un peu dans l'image, ça va rester essentiellement la même combinaison. Donc, par rapport à la tâche d'identifier la personne, cette représentation-là est souhaitable. Ça va? Donc, c'est ça l'intelligence artificielle. C'est fantastique, mais c'est juste ça. OK? C'est bon? OK, je vais maintenant parler un petit peu plus. Est-ce que, pour la partie technique, vous m'avez un peu suivi? Donc là, on va essayer de regarder un petit peu les problèmes qui peuvent arriver à cause de l'intelligence artificielle. Les problèmes que si on utilise l'intelligence artificielle d'une façon trop profane, où on fait des erreurs, mais également les problèmes qui surgissent si on veut utiliser l'intelligence artificielle. Puis ce que je raconte ici, ça va être repris beaucoup durant la journée. OK? Alors, donc, première chose, c'est l'intelligence artificielle, lorsque les gens pensent qu'un jour, il va y avoir des robots qui vont dominer le monde et puis que nous autres, on va être réduits en esclavage, etc., etc. Est-ce que ça se peut? Oui. Est-ce que pour l'instant, la science de l'intelligence artificielle permet de prédire que ça va arriver dans un avenir, disons, prévisible les 50 prochaines années? Réponse non. OK? Donc, il faut faire attention. Ça, c'est le fameux syndrome de Frankenstein. Est-ce qu'il faut y réfléchir? Oui.
Mais je pense que par rapport aux problèmes qui sont liés à l'intelligence artificielle, il y a des choses beaucoup plus importantes à réfléchir que cet aspect-là, parce qu'on n'y est vraiment pas rendu. OK? Donc, l'intelligence artificielle dans le futur, relativement immédiat, ce que je vois, c'est que de plus en plus, il va y avoir dans des compagnies, dans des manufactures, un partage de l'espace entre des machines puis des humains. Il va y avoir aussi toute la partie plus difficile, plus répétitive de certaines tâches, comme par exemple ici, c'est un préposé aux bénéficiaires, soulever le patient, le mettre dans le bain. Ça serait des choses qui pourraient être prises en charge par l'intelligence artificielle. On peut penser aussi à être capable de faire de l'analyse de radiographie ou d'imagerie médicale. Déjà aujourd'hui, on a des performances qui surpassent la capacité d'un radiologue moyen. Puis on sait que de regarder des images, c'est très répétitif. Donc on voit ce genre de possibilité-là. La possibilité de faire de la lecture de texte pour être capable de comprendre quelque chose, de pouvoir faire de la recherche d'informations dans un corpus immense de texte. On est de plus en plus capable de faire des choses. La voiture autonome, techniquement, on est presque là. Okay? Et puis, ce que je vois aussi venir, ça va être des choses dans l'éducation. Ça va être des choses vraiment intéressantes parce qu'on va changer complètement le paradigme de l'éducation avec des machines. Il peut y avoir une machine. Ce ne sera pas nécessairement un petit robot. Là, c'est joli, mais ça peut être un ordinateur. Mais il va y avoir la possibilité d'avoir une intelligence artificielle par enfant. Et donc, à ce moment-là, l'intelligence artificielle va suivre le développement de l'enfant à son rythme à lui. Au lieu de faire tout le monde dépose son crayon puis c'est le prof qui parle, ça va se faire davantage grâce à un appui de l'intelligence artificielle qui va détecter, grosso modo, le moment où il serait important que le professeur intervienne auprès de l'enfant. Si l'apprentissage de l'enfant se fait bien, bien à ce moment-là, tout est beau, mais si à un moment donné, on voit qu'il y a un blocage, il va y avoir un message qui va être envoyé au professeur qui va intervenir ponctuellement avec cet enfant-là. Moi, c'est comme ça que je vois l'enseignement dans les, mettons, 15-20 prochaines années. C'est bon? OK. Donc, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui peut aller mal? La première chose, c'est que c'est un outil extrêmement puissant. Donc, si on l'utilise de façon non éthique, on peut faire des choses assez épouvantables. Donc, vous avez tous entendu parler de Cambridge Analytica. Donc, qu'est-ce que c'était? C'est que Cambridge Analytica, sous de fausses représentations, a réussi à aller chercher des données de la part de Facebook, théoriquement pour faire de la recherche sur certains comportements, pratiquement pour influencer le vote du Brexit, puis influencer le vote des élections présidentielles américaines. OK? Est-ce qu'ils ont réussi à influencer le vote? Est-ce que eux ou d'autres, parce qu'il y a aussi les Russes qui ont essayé la même chose. D'après moi, oui. D'après moi, oui, parce que si vous regardez un peu l'ensemble des États que Donald Trump devait gagner pour être capable de devenir président, c'était quasiment impossible qu'il gagne tous ces États-là. Il les a tous gagnés, puis à chaque fois par un petit cheveu. OK? Ça m'étonnerait que ce soit un effet du hasard. D'après moi, il y a eu mais je n'ai pas de preuves, là, mais c'est ce que je pense. OK? Mais Cambridge Analytica, c'est quelque chose de très grave, mais là, on essaie de se prémunir contre ça. Il y a pire. Il y a ce qui se passe en Chine. Donc, en Chine, et là, c'est déjà instauré dans 2 villes, puis ça va être instauré à travers la Chine. Donc, ils ont mis des caméras partout, et un système de reconnaissance faciale extrêmement performant. Et chaque citoyen a un certain nombre de points. Et à chaque fois qu'une intelligence artificielle constate que le citoyen a fait quelque chose qui était incorrect, le citoyen perd un certain nombre de points. Okay? Puis une fois qu'il tombe en bas d'un certain seuil, ben, il n'a plus accès aux soins médicaux gratuits, c'est plus difficile pour lui de voyager, etc. Donc, si vous avez bien compris ce que les Chinois ont fait, ils ont lu 1984 et ils ne l'ont pas compris. C'est-à-dire qu'ils l'ont appliqué à la lettre alors que c'était une œuvre qui était là pour défendre. Donc, on est capable de faire vraiment des entraves à la vie privée et aux droits des citoyens si on laisse les intelligences artificielles
faire n'importe quoi. C'est à nous, puis c'est à vous, vous êtes beaucoup en éthique, de faire attention qu'on ne le fasse pas. Okay? L'autre chose qui est un problème avec l'intelligence artificielle, c'est que la confidentialité parfaite n'existe plus. On a toujours pensé que si on anonymisait les données, on enlevait donc les noms, les adresses, les numéros de téléphone, etc., qu'on était capable donc de dire, bien, ces données-là, on ne peut plus retrouver l'information sur les personnes. Les données sont anonymes, donc on peut les diffuser et faire n'importe quoi. Or, ce n'est pas vrai. Okay? De plus en plus, on est capable, grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, puis parce qu'on peut croiser les données avec d'autres bases de données, on va être capable de retrouver donc des informations personnelles, même sur des données qui sont anonymisées. Okay? Le cas de Netflix est assez intéressant. Donc, Netflix avait fait un concours il y a à peu près 7-8 ans. Ils avaient donné donc une base de données publique anonyme, qui consistait essentiellement à un certain nombre de films qu'une certaine personne avait regardés, puis un certain nombre de films que la personne aimerait regarder. Okay? Donc, les données, c'est un certain nombre de films, puis l'étiquette, le label, c'était les films que la personne voudrait regarder. Donc, à partir de cet ensemble de données-là, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on fabrique un système de recommandation basé sur l'intelligence artificielle. Étant donné une série de films que la personne a regardés, peut-on prédire qu'est-ce que la personne aimerait regarder? Puis, donc, ils ont fait un concours public avec ça, un prix de 1 million de dollars, et ça a pris 2-3 ans avant qu'on trouve la solution. En fait, c'est assez joli, c'est qu'à chaque fois qu'une équipe avait l'impression qu'il avait un bon système, ils soumettaient ça à Netflix, qui analysait selon certaines métriques, puis il disait non, c'est pas suffisant pour le prix, mais vous êtes 3e dans ceux qui ont essayé jusqu'à maintenant. Puis après 2-3 ans, les 5 premières positions se sont mis en équipe, puis ils ont mis leurs idées ensemble, puis c'est là qu'ils ont gagné le prix d'1 million. Mais ce n'est pas pour ça que je vous parle de Netflix. C'est que Netflix était supposé faire un 2e concours, ce qui aurait été très bien d'ailleurs, parce que leur système de recommandation, il avait beau être assez extraordinaire il y a 7-8 ans, aujourd'hui, il n'est pas bon. Il va très vite au bout de ses capacités. 5 minutes. Oh, OK. Et donc, l'idée, c'est qu'on avait été capable de réidentifier une personne qui avait une orientation homosexuelle dans le dataset. Et c'est ça qui avait donné le problème. Okay? Je vais passer plus vite parce que là, je viens de me rendre compte que je ne suivais pas mon temps. Donc, pour faire attention, donc, les droits individuels à la confidentialité et à l'intérêt collectif, renoncer aux données, c'est se couper de grandes possibilités. Parce que c'est le moteur de toute intelligence artificielle, de toute analyse de données massive. Donc, si on enlève le droit à l'accès aux données, c'est un problème. Je pense qu'il faut chercher un compromis entre la protection du citoyen et l'intérêt collectif. On doit avoir un réflexe aussi de conserver les données pour le bien public. Là, pour l'instant, si vous regardez, la Société automobile du Québec, il y a 2 ans, a décidé de ne pas avoir de programme Ajusto. Le programme Ajusto, c'est ce que Desjardins et d'autres compagnies d'assurance ont. Si vous avez sur votre téléphone cellulaire une application qui calcule, pendant que vous conduisez, vos accélérations, votre vitesse, etc. Puis, si vous êtes un bon conducteur, vous donne un rabais. La Société d'assurance automobile du Québec, elle voulait avoir ce programme-là, mais ça ne sert à rien dans le fond. Or, d'avoir l'information de tous les citoyens dans toutes les façons qu'ils conduisent, d'être capable de croiser les données avec des données météorologiques, avec tout ça, ça ne sert à rien? Non. OK? Et puis, les données des soins intensifs, OK? Les gens qui sont connectés à toutes sortes d'appareils, puis, etc., sont effacés après 72 heures dans les urgences. Okay? Donc, on ne tient pas assez compte de la valeur de nos données. Okay? Là, je vais passer par-dessus les pistes de réflexion. Je vais aller ici parce que je suis sûr que Mylène va en parler. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec les données? Okay? La première chose qu'on pourrait se dire, c'est qu'on a des données, puis on va les anonymiser, puis on va les mettre sur le web, puis tout le monde va pouvoir s'en sortir. Ça, c'est une très mauvaise idée. En général, si les données sont sensibles, à cause de ce que je vous ai dit, on est capable de désanonymiser. Donc, la bonne façon de faire, c'est quoi? C'est de réserver l'accès aux données à des chercheurs, par exemple, ou à des gens qui sont tenus par des règles éthiques
à ne pas faire certaines choses. Mais ce n'est même pas suffisant, ça. Il faudrait que les chercheurs n'aient pas accès aux données, que seuls leurs algorithmes puissent interroger les données. Parce que là, l'idée d'avoir sur le disque dur d'un étudiant irradié l'ensemble des données sensibles, ce n'est pas sécuritaire. Il faut que ça soit dans un endroit sécurisé, comme par exemple ce qu'on est en train de construire ici à l'Université Laval avec Valéria, et que ce soit des experts qui s'assurent de l'intégrité puis de la confidentialité des données. Puis là, malgré ça, okay, le problème, c'est que si vous utilisez l'intelligence artificielle sur ces données-là, vous dites, ben, les données, ils ne bougeront pas, je sors mon réseau de neurones de là, bien là, il y a moyen de prendre le réseau de neurones, faire de reverse engineering, puis d'arriver à retrouver des données sensibles. Fait que même en étant très, très, très sécurisé, là, il y a encore des problèmes. Bon, il y a des moyens de prendre le réseau de neurones, de ne pas le faire sortir, puis de le faire sortir par un autre système, des choses comme ça, mais ça reste des problèmes qui sont actuellement non résolus. Il y a autre chose aussi qui est important qu'il faut qu'on comprenne, c'est que l'intelligence artificielle, si on l'utilise de façon sans expérience, on risque de faire des erreurs. Ici, vous avez donc l'idée que vous voulez faire la distinction entre un chat et un chien. Okay? Je finis avec celle-là. Okay? Donc, vous avez donc appris ce que j'ai raconté. On apprend à partir des données. Vous allez chercher un gros paquet d'images de chat et d'images de chien. Vous demandez à un être humain de dire lesquelles sont des images de chat, lesquelles sont des images de chien. Vous donnez ça à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle fait quoi? L'intelligence artificielle, elle va apprendre à distinguer chat de chien ou bol de balle. C'est plus facile. Okay? Chaque image de chat est avec un bol, chaque image de chien est avec une balle. Okay? Puis même plus que ça, fond d'écran blanc versus fond d'écran coloré. Okay? Corrélation n'est pas causalité. Okay? Puis l'intelligence artificielle a fait son travail tout à fait correctement. Okay? Mais le problème, c'est qu'il y avait un vice dans les données qu'on avait. Et ce problème-là, il est tout le temps là. Okay? Puis ça cause des problèmes. Puis ça cause des problèmes même au niveau de l'éthique. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'on comprend, c'est que la recherche, quand on utilise l'intelligence artificielle, est ce qu'on appelle data-driven. On part des données, puis on trouve quelque chose. Or, toutes les recherches traditionnelles, c'est le contraire. On a une hypothèse, puis on trouve une expérience pour l'inférer ou la valider ou l'invalider à partir des données. Donc ça change complètement l'approche des comités d'éthique. Okay? Vous ne pouvez pas dire dans mon comité d'éthique, au début de mon expérience, je vous dis exactement ce que je vais faire. Parce que je ne le sais pas. Ça va dépendre de ce que je trouve. Okay? Et donc, ça, c'est un changement de paradigme sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Il y a peut-être des solutions de dire, bien, après un certain temps, revenez voir le comité d'éthique ou des choses comme ça. Mais c'est important, donc, de faire ça. Ça marche. Et il y a plein d'autres choses aussi qui sont très importantes, mais là, j'ai terminé.